Que ce soit sous forme de romans, peintures, films ou jeux vidéo, l'art a toujours été source d'avis, de perception, d'analyse et donc de débat. Et Clair Obscur Expédition 33 ne fait pas exception. Jeu créé par le studio montpelliérain Cocorico, Centrefold Interactive et sorti le 24 avril de cette année, c'est un véritable raz-de-marée qui s'est déchaîné sur les joueurs du monde entier, embarqués dans ce périple véritable ascenseur émotionnel, au système de combat au tour par tour, nerveux et ultra efficace. Sans oublier évidemment la musique tellement mémorable qu'elle a été écoutée plus de 18 millions de fois sur toutes les plateformes et s'est hissée au top des charts. Un succès agrémenté par la folle histoire du studio, composé d'à peine une trentaine de personnes, majoritairement des juniors, et fondé par des anciens d'Ubisoft frustrés des projets dirigés par la grande firme. Ou que le compositeur Léon Testar fut trouvé sur SoundCloud, ou la scénariste Jennifer Sedberghian le fut sur Reddit, alors qu'elle postulait comme doubleuse. Un contraste dingue entre la qualité du jeu et l'expérience de l'équipe en étant à l'origine, mais surtout un sacré pied de nez à l'industrie qui ne voit plus que le jeu vidéo par les millions qu'ils peuvent dépenser. Ah parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais le projet a coûté moins de 10 millions de dollars. Pour donner un ordre d'idée, Spider-Man 2 en a coûté 300 et le dernier Call of Duty 700. Une success story qui atteint son apogée avec une avalanche de prix, notamment lors des Game Awards où il est nommé 12 fois, un record, et est récompensé 9 fois, là aussi un record, pour entre autres meilleur acteur-actrice, meilleur DA, musique, scénario et évidemment jeu de l'année. Mais forcément, pour tout bon côté, il faut qu'il y en ait un mauvais. Car malgré une forte communauté que le jeu a su se forger avec reprise des chansons, fan art et j'en passe, une voix dissonante gronde de plus en plus depuis quelques mois. Accusation de racisme ou de véhiculer une image et une idéologie nationaliste, une partie du Twitter français, et repris à l'international, reproche à Clair Obscur d'être un représentant de l'extrême droite. Alors possible que vous ayez lu certains tweets, possible que non, dans les deux cas vous devez vous poser la question, on parle d'une minorité, pourquoi en faire une vidéo? Déjà parce que c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, mais surtout la réponse à la question. Pourquoi? Pourquoi ce jeu en particulier attire les foudres d'une frange de la population? Quels sont les arguments? Qu'y a-t-il dans ce jeu que j'adore, que j'ai pu rater et qui transmet des idées aussi néfastes? Et plus je me penchais dessus, plus je m'apercevais que le sujet était bien plus profond. Et que d'un simple débat pro ou anti-clair obscur, on pouvait avoir une réflexion beaucoup plus large sur la politique et la société, tout en restant dans l'analyse d'une œuvre, ce qui est le propre de mes vidéos. Du coup, Clair Obscur Expédition 33 est-il de gauche ou de droite? C'est notre problématique. Générique. Avant de commencer, il est peut-être bon de rappeler sommairement ce qu'est l'histoire de Clair Obscur. Je précise donc à ceux qui n'y ont pas encore joué que je vais spoiler à balle et l'histoire et les nombreux rebondissements. Vous avez été prévenus. Clair Obscur se passe dans un monde alternatif, dans un Paris idyllique inspiré de la Belle Époque, appelé Lumière. Enfin, pas si idyllique, puisque tous les ans, une entité, la peintresse, se réveille et efface toute personne ayant atteint l'âge affiché sur son monolithe. Phénomène que l'on nomme le gommage. Voilà pourquoi sont envoyées des expéditions afin de la détruire, sans quoi l'humanité disparaîtrait pour toujours. Le jeu se concentre donc, vous l'aurez deviné, sur la 33, soit le nombre actuel sur le monolithe. Une expédition qui se fait décimer dès leur arrivée par un mystérieux homme bien plus âgé. Ou alors qui prend vraiment pas soin de sa peau. Parmi les membres survivants, on compte Gustave, le personnage principal, la jeune Maëlle, sa sœur adoptive, la pragmatique Lune, que je considère comme un des meilleurs character design qu'on ait eu ces dernières années, et la positive Ciel qui les rejoint un peu plus tard. Ils explorent alors le continent en vue d'atteindre la peintresse, ce qui les emmène à rencontrer le Gotesquier, un bibendum chamallow le plus gentil de l'univers, de perdre Gustave après un tiers de jeu, désolé de vous faire revivre cette souffrance, et d'accueillir deux nouveaux membres, le Chestral Monoco, une espèce inspirée des mannequins pour la peinture qui ont une passion pour la bagarre, et le mystérieux Verseau qui semble en savoir bien plus qu'il ne veut le dire. Ce qui sera confirmé plus tard en apprenant qu'il est le fils de Renoir, le vieil homme qui a massacré les amis de nos héros plus tôt. Tous deux furent membres de la première expédition, l'expédition 0, et auraient acquis le don d'immortalité par la peintresse. Expliquant pourquoi Renoir tue tous ceux qui tentent de s'en prendre à elle, craignant que si elle meurt, il perde son don. Et passé d'autres péripéties et de phrases à double sens, beaucoup de phrases à double sens, nos amis parviennent à défaire Renoir et la peintresse. De retour à Lumière et tandis qu'ils célèbrent leur victoire, le gommage reprend et cette fois efface tout le monde. Qu'est-ce que j'ai chialé à ce passage? Nous apprenons alors toute la vérité, le monde dans lequel on évolue depuis des heures n'existe pas. Il s'agit d'un tableau peint par Verseau, non pas celui-là, le vrai Verseau, qui est mort dans un incendie et que sa mère, qui n'est autre que la peintresse, a repris pour y créer une famille alternative afin d'échapper à son chagrin. D'où leur immortalité. Dans ce monde réel, des personnes ont la capacité de créer des univers en y mettant une partie de leur âme. Clair Obscur Expédition 33 n'est donc pas une histoire de survie de l'humanité, mais celle du deuil d'une famille, les Descendres, qui luttent certains pour y échapper, d'autres pour le surmonter. Famille comprenant Maëlle, qui on le découvre, est la sœur de Verseau et la fille de la peintresse et Renoir. Non pas celui-là,
le vrai. Une adolescente traumatisée par l'incendie, au cours duquel elle a été blessée d'ailleurs, qui s'est perdue dans ce monde fictif. Je sais, on reviendra sur cette notion plus tard. Le dernier acte consiste donc en Maël qui regroupe l'équipe et part en croisade afin de convaincre son père Renoir, le vrai responsable du gommage, de ne pas supprimer définitivement le tableau et donc ses amis. Et je vais m'arrêter là. Je suis conscient d'avoir occulté et abrégé pas mal d'éléments, mais si je devais absolument tout résumer, ça prendrait toute une vidéo et certains l'ont déjà très bien fait. La question qui nous intéresse, c'est pourquoi ce jeu en particulier s'est autant attiré les foudres des défenseurs des minorités. Eh bien, l'élément déclencheur est cette photo. Vous ne voyez pas le souci ? Je ne le vois pas non plus. Or, il se trouve que l'équipe de Sandfall a été jugée trop blanche. Il serait vraiment trop facile de se moquer, j'ai vraiment envie de rester dans une approche plus analytique. Cela étant dit, je dois dire que je trouve cet argument assez faiblard, déjà parce qu'appliqué à un petit studio, donc en termes de proba, c'est pas non plus aberrant, mais également parce qu'une origine n'est pas forcément représentée par une couleur de peau, ou bien qu'il existe d'autres formes de diversité, telles la sexualité, la religion et même le genre. Le souci, c'est que ces présomptions ont été appuyées par un témoignage anonyme qui raconte comme lui et son ami, il précise racisé, se seraient vus refuser violemment de postuler chez Sandfall, et que plus tard, ils auraient engagé une personne bien blanche. De là a découlé d'autres accusations, telles avoir quitté Ubisoft parce que n'appréciant pas la vague woke du studio, ou bien que les devs suivent des influenceurs bien à droite. Un témoignage anonyme, des on-dit, certains débunkés d'ailleurs, des inventions. Je croyais que le principe de l'information, c'est de s'appuyer sur des faits. On reproche assez aux droits tardés de ne pas vérifier leurs sources, pourquoi tomber dans les mêmes travers? Des mois après, cependant, il n'est pas rare de voir sur les réseaux, y compris à l'international, les traces de ces allégations. Cela étant dit, certaines personnes apportent des éléments beaucoup plus concrets pour étayer leurs théories, et qui sont présents dans le jeu lui-même. Pour les citer rapidement, est mis en avant une France blanche dans un Paris de carte postale à l'ADA belle époque très franco-française justement, trouvant son apogée dans les tenues et notamment le skin baguette, oui, c'est son nom, qui cumule tous les clichés possibles avec marinière, béret et pain. Est évoqué également le physique des personnages féminins qui sont tous des mannequins. Je vais volontairement laisser ça de côté, on y reviendra plus en détail dans le reste de la vidéo. Mais plus que tout, l'argument pour justifier que Clair-Obscur est d'extrême droite est de dire que le jeu brosse leur idéologie dans le sens du poil. Et que ses partisans les plus problématiques, dirons-nous, l'adorent. Et le pire, c'est que sur ce point-là, ils n'ont pas tort. Depuis quelques années, la fachosphère s'est immiscée dans l'analyse de la pop culture, en l'assaisonnant de son idéologie. Entendre par là misogynie, racisme, homophobie et j'en passe, ce qui a entraîné des délires à la limite du complotisme tels que le wokisme, ou que la DEI, pour diversité, équité, inclusion, forcerait les studios à inclure des minorités pour promouvoir un agenda, quand l'unique but est de veiller à une bonne représentation de ces minorités et que c'est facultatif. Et là encore, je ne parle que d'une organisation externe, mais il faut voir comment le moindre making-of avec des femmes, des personnes aux cheveux colorés ou encore où l'on précise les pronoms est utilisé comme argument contre une œuvre. Un wokisme donc qui explique selon eux une baisse drastique de la qualité autant des films que des jeux pour rester centré sur notre sujet. En aucun cas les projets trop gros dispatchés sur 3 studios à travers le monde, le besoin de rentabilité qui oblige à sortir le jeu le plus vite possible sans qu'il ait été polish et sans bug, l'uniformisation des codes du jeu vidéo notamment dans les open world entraînant répétitivité et lassitude des joueurs, des jeux qui plus est beaucoup trop longs, ou encore que les studios sont davantage dirigés par les actionnaires que par les artistes. Non, c'est la faute des femmes, des noirs et des gays. Mais, et ça va plus loin, le fait que les personnages féminins ne soient plus attractifs. Selon leurs critères, il faut voir les torrents de haine qu'ont déclenché Aloy d'Horizon parce qu'elle a osé avoir du duvet et est jugée trop grosse, ou Dina de The Last of Us 2 avec son physique plus atypique. Ou encore comment l'IA et les mods sont utilisés pour surmaquiller ces personnages en leur ajoutant une trentaine de bonnets. C'est assez ironique que ceux qui se plaignent de la présence de Yasuke, samouraï noir ayant existé dans Assassin's Creed Shadows pour cause de réalité historique, soient ceux qui mettent de l'eyeliner à Hatsu dans Ghost of Yotei. Je pourrais continuer encore longtemps. Et cette présence de l'extrême droite, si elle est particulièrement présente aux États-Unis, on la retrouve également en France, avec des discours identiques. Mais pour en revenir à Clair-Obscur, la question est comment l'ont-ils réceptionné ? Eh ben très bien. De nombreux comptes Twitter, YouTube et j'en passe, reconnus pour leur idéologie identitaire, ont ovationné le jeu, pour ses qualités évidemment, mais également en assimilant sa réussite à sa présence unique de blancs dans le studio, qui ont réalisé un jeu bien français, autant dans son origine que sa représentation dans la diégèse, dépourvu d'influence woke et traitant de gauchistes tous les détracteurs. Le mot névron, nom donné aux monstres que l'on affronte, a carrément été repris pour désigner les Noirs et Arabes par une partie de ses influenceurs et leur public. Avec en prime les félicitations de Jordan Bardepala après la razzia des Game Awards, ou un tweet de Sandfall considéré comme un peu tiède lorsque les polémiques ont commencé à poindre, il n'en fallait pas plus pour certains pour se voir confortés dans leur hypothèse, Clair-Obscur est non seulement de droite, mais pire, d'extrême droite. L'est-il vraiment? Déjà dans leur tweet, Sandfall parle de respect, de diversité des cultures, de tolérance,
Ce qui, je suis désolé, n'est pas très extrême droite friendly. Quant au vocabulaire retenu, on peut juste y voir une jeune boîte qui ne veut pas se mettre une partie de sa clientèle à dos dès le départ. Oui, c'est aussi ça le capitalisme. Mais surtout, depuis quand le fait que l'extrême droite aime une œuvre fait que celle-ci est de leur bord? Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où la fachosphère ne comprend pas ce qu'elle regarde. Le nombre d'étonnés qui ne captent pas que l'Empire de Star Wars est une représentation du fascisme, demandant de ne pas tout politiser, tout ça pour politiser la trilogie Disney parce que la protagoniste est une femme. Et même, la récupération politique d'une œuvre, quel que soit le bord, a toujours existé et ne change pas pour autant le sens initial de celle-ci. Ou alors, vous considérez que Matrix, repris par l'alt-right américaine avec le fameux mouvement Red Pill, est d'extrême droite? Une saga créée par deux femmes trans qui ont toujours milité pour les droits LGBT et dont toutes les œuvres traitent de la discrimination? Non. Ce qui est intéressant pourtant ici, c'est que cette possible appropriation de clair-obscur par l'extrême droite, elle est validée par l'autre bord, ce qui lui donne plus de poids. Mais qu'en est-il vraiment? Nous avons passé en revue les raisons qui font qu'une partie bien à gauche déteste le jeu, les raisons qui font qu'une partie bien à droite l'adore, raisons qui sont les mêmes. Peut-être est-il temps de se pencher sur le jeu lui-même. Plutôt que d'écouter les autres, faisons-nous notre propre avis en analysant Clair-Obscur Expédition 33. Et la première chose que l'on peut constater une fois le jeu terminé, c'est qu'il n'est pas une œuvre à caractère politique. J'en vois déjà certains sortir les fourches dans les commentaires, attendez une seconde, on va y venir. Le jeu aborde les notions de deuil, de notre rapport à la mort et donc à la vie, de ce que l'on ferait si on connaissait la date de notre décès, etc. De l'art, de la création, du pouvoir de la fiction, soit des thématiques universelles qui parlent à tous, quel que soit notre bord politique. Ce que retiennent les joueurs arrivés au générique, c'est avant tout les personnages extrêmement attachants, les superbes dialogues, une écriture surprenante par ses twists, et sensible dans ses émotions, l'incroyable OST, le choc à la mort de Gustave, le trouble lors du gommage de Tout Lumière, la profonde tristesse lors de sa cinématique finale, bref, des émotions. Clair-Obscur nous touche comme peu de jeux arrivent à le faire. Et là encore, sans distinction de nos opinions. Quand une œuvre fonctionne sur des millions de personnes, il y a des chances que deux d'entre elles aient des idéaux opposés. Donc le cœur de Clair-Obscur n'est pas politique. Donc c'est bon, on a résolu notre problème. Et oui, ce serait oublier un élément important. Toute œuvre est politique. Toute œuvre est influencée par les idées de son créateur, son époque, la société dans laquelle elle est créée. Toute œuvre n'a pas vocation à être politique, mais elles sont toutes la résultante d'une pensée et de choix plus ou moins tacites. Pas sûr que Transformers de Michael Bay est une lourde charge politique, mais sa façon de représenter l'armée, les modèles de voitures ou les femmes en dit long de quel côté penche le réalisateur. Et Expédition 33 ne déroge pas à la règle. Donc reprenons les différents arguments vus précédemment et analysons-les par le prisme du jeu. Et commençons par celui que je trouve le moins intéressant, le physique des personnages féminins. On va pas se mentir, Sophie, Lune, Ciel et Cléa sont sublimes. Et Maëlle, qui je le rappelle à ceux qui se font un plaisir de la sexualiser à 16 ans, est également très jolie. Des physiques en effet proches d'un idéal en comparaison de ceux aperçus ces dernières années dans les jeux occidentaux. Parce que oui, en Orient, c'est une toute autre histoire. Et ça tombe bien, c'est la principale inspiration de Clair-Obscur. Guillaume Broche, son créateur, est un passionné de JRPG à l'ancienne, d'où un système de combat au tour par tour. Cela n'est donc pas si choquant qu'il en reprenne des codes, y compris esthétiques. Et encore, est-ce si problématique de voir des personnages beaux, ou du moins qui nous plaisent. Sans compter qu'on est bien loin de certains des pires gimmicks des jeux asiatiques, avec des formes excessivement généreuses, ou des tenues qui laissent apparaître davantage de peau que de tissu, ou tellement moulantes qu'on dirait une seconde épiderme. Sans compter que ces personnages ne sont jamais sexualisés, que ce soit par la mise en scène ou le scénario. Mais je développerai ça plus tard. De plus, on oublie un élément important, mais il n'y a pas que les femmes qui sont sexy. Gustave, Verso et même Renoir, ils sont tous beaux à en crever. Osez me dire que vous ne chavirez pas pour les belles mèches blanches de Verso. Surtout avec la voix chaude de Ben Starr. Difficile donc d'y voir un traitement misogyne ou qui cherche à charmer les anti-woke quand tout le monde est logé à la même enseigne. Mais on peut trouver des raisons plus pratiques à cette ribambelle de top modèles. Dès leur plus jeune âge, les habitants de Lumière sont entraînés et préparés pour le cas où ils décideraient de partir en expédition. Ce qui implique donc l'agilité, la force, le maniement d'armes et j'en passe. Activité propice à un corps plutôt musclé et svelte. Ça, c'est la raison intradigétique, mais il y en a également une beaucoup plus terre à terre. Ça coûte moins cher. Expédition 33 est un jeu AA non donné aux jeux qui ont bénéficié d'un moyen budget. Lorsque vous avez un projet ambitieux pour le coup avec un budget limité, chaque choix doit être pesé avec grand soin. Donc lorsque vous devez créer un ensemble de personnages et une foule, est-il vraiment nécessaire de modéliser différents modèles avec différentes morphologies, ce qui implique d'adapter les vêtements et demande davantage de travail et d'argent? D'autant plus lorsque tous les PNJ apparaissent uniquement dans l'introduction. Et ne contre-argumentez pas avec les gestrales parce que ce sont des êtres sans visage, cheveux ou habits. Leur forme est le seul moyen de les différencier. Et à y regarder de plus près, on ne discerne que 4 ou 5 modèles.
soit comme les humains. Et je rappelle que nos protagonistes ont différentes tenues qui sont utilisables par plusieurs d'entre eux, donc là encore, changer la morphologie, ne serait-ce que d'un seul, signifie refaire le travail pour chacune de ces tenues. Une uniformisation qui se justifie. Mais bon, on va pas passer 20 ans sur de l'esthétique. Penchons-nous plutôt sur un élément plus concret, la soi-disant vision idyllique et blanche de Lumière/Paris. Déjà, l'éléphant au milieu de la pièce. Lune, elle est asiatique. Si on ajoute Lucien, Bastien et même Ciel, qui a un teint plus hâlé qui fait que je me suis demandé si elle n'avait pas des origines orientales ou à minima méditerranéennes, on est loin de la France ultra blanche décriée. Renoir, Aline, Cléa, Verseau et Maëlle Alicia sont blancs, oui, parce qu'ils sont de la même famille. Et n'oublions pas tous les PNJ présents à Lumière. Vous savez, le plus drôle, c'est que cette fachosphère qui ovationne le manque de diversité dans le jeu, ce sont les mêmes qui, au tout début, s'agaçaient dans l'introduction de la présence de personnes racisées. J'ai peur qu'ils mettent un ou deux noirs histoire de dire regardez, on est gentil. Bah, tu sais, si tu relances Clair Obscur au début, il y en a beaucoup. Hein. Ça avait même fait une petite polémique au début. Hein. Ouais, il y a des enfants noirs, il y a plein de noirs dans les rues, c'est quoi ce bordel et tout. Et heureusement qu'au bout de 3/4 du jeu, le seul noir de l'équipe meurt, comme tout bon film des années 80. Et après, on est tranquille. Mais il y a eu une petite polémique au début. De toute façon, on le verra. Hein. De toute façon, ils vont être scrutés. Hein. Ils vont être scrutés à la 4-6. Hein. Comme quoi, ils ne retiennent vraiment que ce qui les arrange. Et on peut les féliciter pour leur fidélité à leurs idées. Cela dit, ce que retiennent les détracteurs du jeu est la trop faible présence de ces minorités, qui disparaissent au bout de 2 heures de jeu. Alors encore une fois, Lune, Ciel, et à part Gustave, les autres personnages sont la famille des cendres, et Monoko et Esquier, qui sont des créatures fantastiques. Donc le ratio est pas si choquant. Mais ce qui est reproché également n'est pas seulement la perception d'une trop faible présence de minorités, que la vision idéalisée et du coup fausse d'une époque où la France était grande et belle. Une ode à ce bon vieux temps que vénère la branche droite toute de notre politique. C'est un peu comme si ce monde parfait était un pur produit de l'imagination. Ah mais c'est vrai ça! Lumière, mais pas Paris, mais une création. Une peinture débutée par Verseau alors qu'il était enfant, puis repeinte par Aline, transformée en rêve où elle pouvait s'échapper du deuil de son fils. Donc la vision d'un gamin de famille riche et blanc de Paris, avec une surcouche d'illusion de sa mère, riche bourgeoise aussi blanche. Une histoire qui se déroule en plus entre les années 1890 et 1900. Soit la période de la Belle Époque. L'architecture, les vêtements et même la société sont juste en accord avec les personnes qui les ont créés et leur époque. La vision d'Aline n'est pas, par définition, celle des développeurs. C'est un amalgame qui revient régulièrement qui est d'associer la façon de penser d'un personnage à celui de son créateur. C'est l'inverse. On crée un personnage avec une certaine personnalité dans un certain contexte, il faut donc que ses décisions soient en accord avec ces deux derniers. Si demain j'écris un bouquin sur un psychopathe et que je lui fais dire que c'est agréable de tuer, vous n'allez pas croire que c'est moi qui le pense. Mauvais exemple parce que j'aime bien en vrai. On pourrait alors me rétorquer que la vision de placer cette histoire dans cette période provient des scénaristes et non de Verseau. Certes, est-ce que ça prouve pour autant un regret de cette France ? L'idée avec Clair Obscur était de créer un jeu qui s'inspire de la culture française et puisse se démarquer, s'exporter, donc autant dire que l'architecture haussmannienne était toute trouvée. En plus du côté fantasy que cela peut dégager. La Chine joue beaucoup sur cet aspect-là. Mais aussi, cette période a du sens avec les thématiques du jeu. La Belle Époque a vu la naissance de nombreuses inventions, dont le cinéma, donc une nouvelle forme d'art. C'est à cette période qu'a vécu Auguste Renoir, qui donne son nom au patriarche des Descendres. Mais ce sont également les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Autant dire que pour un univers qui est appelé à s'étendre, mêler la guerre contre les auteurs avec la Grande Guerre, ça offre des tonnes de possibilités. Sans compter que ça laisse les réflexions sur le deuil, parce que... J'ai constaté un truc en écrivant ce script. À la fin, on sort potentiellement Maëlle du tableau pour la ramener dans un monde qui est sur le point de subir la guerre la plus sanglante de son histoire. C'est clairement une piste à explorer dans une suite. Cependant, pour en revenir à Lumière, en partant du principe que c'est Aline qui en a créé les habitants, on a malgré tout des personnes de différentes origines, des personnes LGBT aussi, on peut apercevoir au port 2 hommes se disant adieu, un autre annonçant à une photo qui va bientôt le rejoindre, des personnes vivant ensemble sans racisme ni homophobie. Vous trouvez, encore plus pour une femme des années 1900, que c'est une vision de droitard, vous ? Encore une fois, je rappelle qu'au départ, ces derniers se plaignaient de la trop grande diversité. Quant à l'amoncellement de clichés qu'est la tenue baguette, vous ne vous êtes jamais dit que, justement, c'était beaucoup trop exagéré pour le prendre au sérieux ? This was supposed to be a joke. The beret and Narnia. Il n'était pas prévu que la tenue soit incluse dans le jeu. Elle a d'abord été utilisée dans une bande-annonce dédiée pour déconner et c'est face au retour ultra positif parce que... la blague est drôle, qu'elle a été ajoutée. La baguette, le béret, la marinière, les bretelles, tout ça ce sont des poncifs dont on se plaint chaque fois qu'Hollywood les utilise pour représenter les Français à l'écran. Alors pourquoi d'un seul coup ça deviendrait des symboles de la grande époque de la France quand on déteste ces clichés ? Quant à sa reprise dans les conventions et par les fans... C'est juste que ce cosplay est facile et pas cher. Il me manquait que le béret, j'en ai eu pour moins de 10 balles. Mais plus que tout, depuis tout à l'heure, je m'appuie sur le fait que Lumière est une vision idéalisée de Paris.
Vous trouvez que c'est idyllique, vous? Tout est en ruine et délabré, il y a des cailloux flottants qui menacent de nous tomber sur la tronche, cette matière étrange qui recouvre la ville. Aussi, juste un petit détail, les gens meurent! Chaque année, les habitants sont effacés et l'humanité se dirige inexorablement vers sa fin. Leur vie entière est uniquement régie par cette date fatidique. Que ce soit dans leur éducation, leur métier ou le fait d'avoir ou non des enfants. Certes, en visitant la ville, on est ébloui par l'ADA et les graphismes, mais il y règne une ambiance morne, déprimante. Ah bah c'est comme Paris en fait. Mais surtout, Lumière n'est pas une démocratie. Dans l'un des journaux des anciennes expéditions que nous devons récupérer, la 54, il est écrit noir sur blanc que la ville est dirigée par un conseil qui n'accepte aucune remise en question de leurs décisions. Et si vous vous rebellez un peu trop, vous êtes automatiquement enrôlé dans la prochaine expédition, promesse d'une mort quasi certaine. Lumière est un régime totalitaire. Ne vous laissez pas tromper par les fleurs, l'architecture et les couleurs, ce n'est que de l'apparat. Certes, cet aspect n'est qu'en filigrane parce qu'il a d'autres thématiques plus centrales à traiter, mais avec ce rapport, il y a clairement une dénonciation, que l'on approfondira un peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais revenir sur la représentation des minorités, à commencer par les minorités sexuelles. Parce qu'outre la présence timide en intro, il y a quand même pas mal de dialogues et situations à double sens tout le long du jeu. Durant un de leurs échanges, on apprend que Lune et Ciel ont une nuit partagée un réconfort. Les deux, allongés l'une à côté de l'autre, leurs mains se frôlant presque. Quant à la bromance verso Monoko, on est au-delà de l'insinuation. Ils se chamaillent comme un couple, ont vécu ensemble un temps dans les montagnes, ils dorment en cuillère. Et maintenant, viens ici et fais-moi un gros câlin. En cuillère? Évidemment. Alors on pourrait me rétorquer que la raison est que Monoko est inspiré du chien de Verso, mais Monoko, dans le tableau, est une personne à part entière. C'est même tout le propos du jeu. Et pareil pour ce Verso, qui ne voit pas son ami comme un compagnon à quatre pattes, mais bien comme un gestral avec lequel il échange et vit depuis des siècles. Il n'y a pas de certitude, Clair-Obscur joue sur l'ambiguïté pour que le joueur puisse y interpréter ce qui lui plaît, ce qu'il fait tout le long jusqu'à sa fin. Cependant pour Verso, on peut aller un peu plus loin dans l'interprétation. Si l'on reprend l'histoire du vrai Verso, ce dernier est un passionné de musique qui souhaite devenir pianiste. Cependant, étant un membre de la famille des Cendres, qui est à la tête des peintres, il est contraint de laisser sa passion de côté pour devenir autre chose. Une impossibilité de contrôler sa vie que l'on retrouve dans sa copie, privée du droit de mourir par Aline, puis Maël dans sa conclusion. Et encore, je rappelle que l'âme du jeune Verso est toujours forcée à peindre. Je reprends. On a donc un homme qui doit renoncer à ce qu'il est, ce qu'il veut, tout ça pour satisfaire la vision qu'ont ses proches de lui. Si ça c'est pas une métaphore de la mise au placard, bon ok, l'opposition entre rêve et devoir est un trope souvent utilisé et n'est pas automatiquement assimilé à une allégorie LGBT. Mais cumulé à la relation avec Monoko et aux fins, je ne l'avais pas encore appelé, mais Clair-Obscur propose deux fins selon le personnage que vous incarnez dans le combat final. Si vous choisissez Maël, Lumière est sauvée, les morts sont tous de retour, mais notre Verso et l'âme de sa version jeune sont prisonniers. Si vous incarnez en revanche Verso, ce dernier détruit la toile, tout le monde meurt, Maël retourne dans la réalité, et les descendres peuvent faire leur deuil. Enfilant notre métaphore, dans la fin Maël, Verso joue du piano devant un public comme il en rêvait. Il doit donc être heureux? Non. Du tout. Il joue contraint par Maël qui le manipule. Une fois de plus, non seulement sa volonté n'est pas respectée, mais en plus il est exposé de force face à des dizaines de personnes. La révélation de sa passion, son coming out, ne s'est pas passé selon ses conditions. Maël n'a pas de mauvaise intention en soi, elle veut l'aider à se montrer tel qu'il est, mais du coup, elle court-circuite son cheminement. Quant à la seconde fin, les parallèles sont plus évidents. Verso ayant passé toute sa vie à être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il déteste, Ben Starr et Slimane Yevsa font un travail incroyable pour que le joueur ressente sa souffrance, qui plus est obligé par ses proches, il en vient au plus terrible des actes, le suicide, ce qui est malheureusement trop répandu dans la communauté LGBT. Je suis bien conscient qu'ici je m'appuie moins sur des faits concrets, mais je trouve qu'il y a suffisamment d'éléments pour y voir bien plus qu'une simple coïncidence. Et aussi, cette théorie a nettement plus de poids depuis l'arrivée du DLC. Lors des Game Awards, Sandfall a annoncé l'arrivée de contenus supplémentaires. Nouveaux boss, nouvelles armes et surtout nouvelles régions représentant la première esquisse de Verso. Une zone en lien avec l'enfance, très colorée, introduisant un nouveau personnage, Oskio, une version dark d'Esquier. L'équivalent de la petite voix dans la tête du garçon lui répétant qu'il ne pourra jamais être qui il veut, qu'il est destiné à peindre. Et une fois vaincu après un combat acharné, Verso obtient une tenue qui, lorsqu'il sprint, vole en projetant des arcs-en-ciel. Ai-je besoin d'ajouter quelque chose? Sachant que le DLC est sorti bien après la réappropriation par la fachosphère et que l'on sait à quel point la vision d'un arc-en-ciel peut leur faire péter un câble, on me dirait que c'est pleinement intentionnel, que j'y croirais à 200%. Cela étant dit, refermons cette parenthèse assez hypothétique pour revenir à des critiques plus concrètes. Car non seulement on a reproché à Expédition 33 la faible présence de minorités, mais également que ces dernières utilisent des clichés éculés pour ne pas dire racistes. Intéressons-nous donc à ces derniers, à commencer par le sien. Ami de Gustave, il est caractérisé comme quelqu'un de plaisantin, y compris dans des situations tristes comme la cérémonie suivant le gommage,
et, bien que présenté comme un personnage important, meurt dès les premières heures avec le reste de l'expédition. On cumulerait donc deux clichés, le noir comic relief et qui meurt en premier. Dans les années 90, il est vrai que les acteurs noirs étaient majoritairement réduits aux blagueurs de service, y compris dans les moments les plus inappropriés. La différence ici est que la tentative d'humour de Lucien n'est pas gratuite. Elle est un moyen de détourner son ami du chagrin d'avoir assisté au gommage de la femme qu'il aime. Il n'est pas présenté comme déconnecté, mais au contraire préoccupé. L'humour n'est pas une pose, mais sert sa caractérisation. De même, lors de l'attaque qui décimera la troupe, il est sérieux, au cœur de l'action, efficace, et sauve Gustave, ce qui causera sa propre mort. Quant à ceux qui déclarent qu'il décède en premier, non, c'est Alan. Non, c'est Sophie. Même pas, ce sont les habitants de Lumière qui sont gommés. Oui, mais Lucien est présenté comme un personnage important... Pas plus que les autres. Lors de la cérémonie, vous avez l'occasion de discuter avec tous les membres. Si je n'avais pas vu le trailer, j'aurais même pas deviné que Ciel serait un perso jouable. A l'inverse, j'étais persuadé que Alan le serait, tant il y avait des éléments de sa personnalité intéressants et qu'il était le commandant. Donc non, désolé, Lucien ne correspond pas à ces clichés. Et il en est de même pour Lune. Calme, posé et axant sa réflexion davantage sur la logique que sur l'émotion, il n'en fallait pas plus pour certains pour l'assimiler au cliché de l'asiatique sage à deux doigts de nous sortir des proverbes. Encore une fois, ce n'est que rester à la surface du personnage. Déjà, Lune a tendance à suivre le protocole et à vouloir évaluer le pour et le contre avant chaque décision, en opposition à Gustave, qui est davantage dans l'instinct et la réaction. Ce qui, d'un point de vue écriture, crée tension, développement de personnages et des thématiques. Le parfait exemple étant dans ce que je considère comme le meilleur dialogue du jeu, le premier feu de camp. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. Aussi, avoir un cadre, s'appuyer sur des faits, c'est le moyen qu'a lui pour garder la tête sur les épaules et ne pas paniquer. On le voit à la mort de Gustave lorsque sa première priorité est d'établir la liste des tâches à accomplir et qu'elle est à deux doigts de craquer. Mais surtout, c'est oublier une composante essentielle. Son éducation. Lune, depuis son plus jeune âge, est l'apprenti de ses parents qui l'ont poussé à uniquement se concentrer sur ses études et la quête pour vaincre la peintresse, abandonnant tout loisir et notamment sa passion, la guitare. On pourrait dire que si cliché il y a, ce sont eux qui l'y ont enfermé. Et tout son arc va consister justement, sans se renier, à réapprendre à se faire plaisir. Elle s'ouvre aux autres, y compris à Verso, un inconnu avec lequel une romance est possible, commence à composer, elle sort du cliché que l'on pourrait lui attribuer. Celui auquel ses parents et la société voulaient la résumer. Je veux bien accorder que de prime abord, Expédition 33 utilise des archétypes. Mais tout comme pour Lumière, ce n'est qu'en apparence. Le jeu va même à l'encontre de ces clichés dès lors qu'on s'attarde sur les personnages masculins. Gustave et Verso sont des modèles de masculinité positive. Ne sexualisant jamais les personnages féminins, ayant des amitiés sans aucune ambiguïté, pour Verso les propositions de romance viennent de Lune et Ciel, pas de lui, les traitant comme des égales, reconnaissant leurs erreurs, d'où, bien loin de l'image masculiniste vénérée par la fachosphère. On a donc une vision idéalisée mais pas si idyllique, la présence plus ou moins explicite de minorités, des personnages complexes loin des clichés. Est-ce que ça y est? Est-ce qu'on a enfin prouvé que Clair Obscur n'est pas de droite? Pas tout à fait, parce que peu importe des éléments placés ici ou là, ce qui compte vraiment dans une œuvre, c'est sa finalité, sa morale, son message. Et là encore, Expédition 33 est plutôt limpide sur ses intentions. De quoi parle Clair Obscur? De personnes d'origine différentes, aussi bien ethniques que d'espèces, puisque l'on compte Monoko et Esquier, qui s'allient pour affronter une entité qui cherche à les effacer, et ce sans conflit autour de leurs différences physiques ou de culture, donc pas d'extrême droite. Les Gestrals, dont on apprend qu'ils vivent en harmonie avec les humains avant la fracture, acceptent sans problème de recueillir les membres de l'expédition dans le besoin et leur permettre de vivre chez eux, c'est Epsiel. Un peuple qui n'a aucun souci à ce que des réfugiés étrangers vivent chez eux et sans les discriminer, définitivement pas d'extrême droite. Esquier, pourtant l'être le plus puissant de cet univers, n'abuse pas de ses pouvoirs et prône l'amour et la bonté, pas d'extrême droite. Oui bon ok, là je caricature. Encore une fois, la dénonciation d'un conseil autoritaire et d'un système qui emprisonne encore plus ses habitants qui ne le sont déjà par le gommage, Verso et Lune qui luttent contre les cases imposées par d'autres qui les enferment, il y a à plusieurs échelles une opposition entre la notion de devoir et de liberté. Ce que l'on ressent dès l'intro, dans la conversation entre Sophie et Marie. En constatant que Sophie est sur le point d'être gommée, Marie lui reproche de ne pas avoir eu d'enfant et qu'elle ne fait pas grand cas de Lumière pour être aussi égoïste. Sophie rétorquant qu'elle n'a pas l'intention de donner naissance à un être dans un monde en perdition, tout ça pour servir de chair à canon. Demander aux femmes d'avoir des enfants littéralement dans un but de réarmement démographique. Refus de Sophie qui est la cause de sa séparation avec Gustave avant le début du jeu, et pourtant sur le port, notre héros lui donne raison. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Tolérance, acceptation, privilégier la liberté au devoir, dénonciation de l'autoritarisme. Non, désolé, c'est pas vraiment des valeurs d'extrême droite. Par contre, j'ai eu un échange vraiment intéressant sur Twitter, ça arrive, comme quoi Expédition 33 serait une ode au colonialisme. En y pensant, certains parallèles fonctionnent.
Les Descendres, une famille blanche, contrôle une terre d'une autre contrée et estime avoir un droit légitime sur celle-ci, ainsi que droit de vie ou de mort sur ses habitants. Et lors de la fin Verseau, considérée par beaucoup comme la bonne fin, le tableau est détruit, la population de lumière est effacée, et les Descendres, et notamment Maël, sont heureux, ou du moins commencent, enfin à faire leur deuil. Donc le jeu insinue que c'est bien de tuer les colonisés si c'est pour notre bénéfice personnel ? Évidemment que non. Déjà, c'est oublier la perception qu'ont Renoir ou Cléa des Lumériens. À leurs yeux, ils ne sont pas humains. Ils ne sont même pas des êtres vivants, mais des créations. Gustave, l'une et les autres, ont pour eux autant d'existence que si vous écriviez une fiche personnage pour un jeu de rôle ou croisiez un PNJ random dans un jeu. Ils le sont pour nous joueurs parce que nous les avons côtoyés plusieurs heures et appris à les connaître. Donc les effacer est aussi simple pour eux que pour un auteur jeter son roman à la corbeille. Ensuite, à quel moment cette fin est la bonne fin? Elle est plus cohérente par rapport aux thématiques du deuil, et oui, avouons-le, la mise en scène de la fin Verseau donne un ton plus positif que la fin Maël avec son jumpscare. Mais si on regarde les faits, dans la fin Maël, tout le monde est ressuscité et heureux. Seul Verseau est condamné à une vie non désirée. C'est le dilemme du tramway, sacrifier une personne pour pouvoir en sauver plusieurs. C'est juste que c'est plus douloureux parce qu'on connaît Verseau. Et ça laisse quelques doutes sur le comportement de Maël à l'avenir. Dans la fin Verseau, certes notre héroïne peut commencer à guérir, mais tout le monde est mort. C'est pas pour rien que les joueurs finissent en larmes. C'est une fin plus logique, mais bien plus déprimante et même pas si rationnelle quand on y pense. Je vais pas partir sur une analyse des fins, ça prendrait 1 heure de plus. Sans compter qu'à aucun moment, les Descendres ne sont présentés comme ayant raison. C'est même toute la force d'Expédition 33, présenter des personnages qui ont tous des bonnes raisons, ou du moins des raisons compréhensibles. Aline et Maël préfèrent un doux mensonge à une sombre réalité, Verseau veut en finir avec son immortalité, Renoir veut sauver ce qu'il reste de sa famille, Cléa l'a vengé, Lune, Ciel et Gustave sauver leur monde. Tous sont des arguments valables, le jeu ne tranche jamais pour dire que Renoir avait raison. Il a raison quand on est de son point de vue, mais en prenant un autre, il a tort. Mais surtout, les Descendres sont présentés comme des égoïstes qui ne sont à aucun moment ouverts à la négociation. On est tous des hypocrites. Et on fait tous subir la même chose aux autres. Renoir pourrait laisser le tableau, Verseau pourrait juste être gommé, Aline pourrait renoncer à ce mirage, Maël pourrait quitter le tableau, laisser Verseau mourir. Parce que j'ai aussi vu certains reprocher qu'à la fin ce sont les mecs qui décident, mais la fin Maël, hein. Mais non, tous campent sur leur position. Et ceux qui souffrent sont les habitants du tableau qui demandent juste à exister. Et je mets de côté que la toile conserve une partie de l'âme de Verseau parce que ça complique nettement plus les choses. Si un parallèle entre Expédition 33 et le colonialisme est possible, il présente ce dernier comme une source de malheur et de souffrance d'un peuple victime de la guéguerre de 5 personnes, l'équivalent de Dieu qui joue avec leur création sans se soucier de l'humanité qu'ils leur ont insufflée. Encore une fois, avec tous ces éléments, pourquoi autant de reproches sur le fond du jeu? Il y a énormément de bêtises qui ont été dites sur Clair Obscur Expédition 33. Et les mêmes bêtises de chaque côté. Cela dit, je vais quand même faire un distinguo entre les deux. D'un côté, il y a une volonté de veiller à une plus grande et meilleure représentation des minorités et de certaines valeurs. De l'autre, on célèbre la vision fantasmée d'une France bien blanche, où la différence n'a pas sa place. Je sais dans quel camp je préfère être. Pour en revenir au début de la vidéo, ce que montre toute la controverse et la réappropriation de Clair Obscur, et comment les oppositions sont devenues beaucoup plus radicales, mais aussi plus superficielle, instantanée. Il n'y a pas de personnages noirs dans nos protagonistes principaux ou dans l'équipe de dev, racisme. Le jeu a une imagerie française et un succès mondial critique et public, la preuve que les joueurs ne veulent pas de ces trucs de wokistes islamo-gauchos. C'est stupide, stupide et dangereux. Et ce problème, on peut le globaliser à n'importe quel débat. La simplification des réflexions n'est pas une bonne chose, sans compter qu'elle en arrange certains. Prenons le temps d'analyser. Je ne dis évidemment pas que mon analyse est parfaite. J'ai mes propres perceptions et possible que je sois passé à côté de quelque chose. Et je me ferai une joie d'en discuter avec vous en commentaire. Tant qu'on s'appuie sur des éléments concrets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux. Allez au cinéma, regardez des films. Bye.